Bon, les gars, si vous avez grandi entre la fin du XXe siècle et ce premier quart du XXIe siècle, vous avez certainement, comme moi, été témoin d'un étrange phénomène de société qu'on pourrait appeler la loserification des modèles. Que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans les séries télé ou encore dans le jeu vidéo, l'industrie s'est peu à peu mise en tête de nous proposer, à la place des turbo-alpha virils des années 80 et des cool kids du début des années 90, une masse d'hommes soja skinny fat avec un tonus inexistant, une propension à la dépression digne d'une professeure d'anglais en pré-retraite et un plan de carrière tellement inconsistant qu'on dirait le charisme d'Antoine Léaumont. Ça ressemble à rien, quoi. C'est simple, la figure du perdant, avec les années, elle s'est imposée comme un élément incontournable du paysage culturel français et occidental, porté par tous les plus grands noms de l'industrie. Alors assurément, si vous avez une psyché saine et l'envie de faire quelque chose de votre vie, sinon qu'est-ce que vous faites encore ici, il y a gros à parier que cette mode vous énerve prodigieusement. Surtout que, dans le même temps, dès qu'on vous promeut un modèle extra-européen, les figures mises en avant sont tout de suite plus favorables. Des gros rappeurs bodybuildés, des acteurs de 2 mètres, des gars qui assument leur part de violence et à qui on ne reproche rien. Clairement, cette mode fonctionne sur un 2 poids 2 mesures assez exaspérant et je ne pense rien vous apprendre en vous disant qu'à droite du spectre politique, ce phénomène est plutôt mal perçu. Boubacar, il vient d'un pays où le PIB est inférieur à 2, tu vois, donc en fait il a tous les droits, tu vois, il peut dire ce qu'il veut. Pour autant, est-il si neuf que ça? Je veux dire, Kian Kojandi et Orelsan sont-ils de purs produits d'une société démocratique et donc malade en bout de course? N'a-t-on jamais eu, auparavant, une époque faste pour les ratés, les minables, les moins que rien et autres François Bayrou? Assurément, si c'est le cas, on devrait en trouver la trace dans le plus grand média de divertissement des 5 ou 7 derniers siècles, c'est-à-dire la littérature. Après tout, c'est elle qui, agissant comme une boîte noire, a tout enregistré des mœurs et des représentations collectives des différentes époques, bien avant l'arrivée du cinéma, de la télévision ou des jeux vidéo chers au cocaïnomane BHLâtre Yann Moix. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Sois normal, vous avez... Faites un coup, soyez décontracté. Alors y a-t-il des époques fastes pour les losers hors de notre triste 5ème république finissante? Eh bah, on va mener l'enquête ensemble aujourd'hui. Abonnez-vous, activez-moi cette petite cloche qui va bien. On va partir pour le pays merveilleux et inconnu de Yann Barthès, celui où être un gros naze est la norme. Autant vous dire que j'ai pas l'habitude. Et si, comme moi, vous avez un peu la trouille de tomber face à une tribu de zadistes punkachiens RSistes de la fac du Mirail, et que ces ahuris vous contaminent avec leur incapacité manifeste à accroître le PIB alentour sans uriner contre un mur tagué, je vous recommande de vous procurer un petit kit d'urgence. Où ça? À la Giberne, pardi. La Giberne, c'est la maison d'édition 100% française et indépendante du Hussard, où sont édités les meilleurs romans contemporains, garantis sans pleurnicherie bégodesque et sans étalement inutile de vie privée à la Annie Ernaux. Alors par où commencer? Eh bah, si vous voulez une bonne porte d'entrée vers un monde de SF plein de losers et de gens qui les manipulent, je vous invite à regarder la dernière publication de la maison, Objectif 23, qui narre les aventures d'une policière dans un Paris racheté par la Chine et contrôlé par une dictature techno-futuriste. Et si vous préférez un roman de votre serviteur, penchez-vous aussi sur Les Bibliophiles, signé Mathias Kessler, un colossal banger qui vous montre les magouilles du petit monde de l'édition et les manières d'y résister. Allez hop, depuis le temps que je vous régale et que je vous propose du bon contenu, c'est le moment de me faire confiance et de vous lancer dans l'aventure, alors passez faire un tour et on se retrouve après le générique. Bon, alors si on s'en tient à un premier examen superficiel, faut bien avouer que notre quête du loser originel se heurte à une difficulté majeure. À l'origine, dans l'Antiquité et durant le Moyen-Âge, la littérature sert avant tout à célébrer les grands mythes et les héros stylax, donc autant te dire que sous les murs de Troie ou à la table du roi Arthur, les ratés n'ont pas franchement le droit de citer. Mais dehors les Romano! Alors certes, on trouve parfois des personnages secondaires que l'on pourrait assimiler à des ratés, mais c'est toujours en tordant un peu la définition du terme. Ulysse dans l'Odyssée galère bien tout ce que tu veux pour regagner son île, mais s'il passe son temps à se faire victime bolossée par les événements, il n'en est pas pour autant un gros loser. Ça va bien se passer, hein. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il ne se laisse pas aller longtemps à la déprime, et il invente toujours de nouvelles astuces pour se tirer d'affaire. Et idem pour un autre texte très connu de l'Antiquité, L'Âne d'Or, qui met en scène les aventures rocambolesques d'un aristocrate appelé Lucius, qui se trouve transformé en âne. Alors oui, en soi c'est une grosse défaite. Oh non, défaite. Ah, grosse défaite. Mais le bougre va vivre plein d'aventures au fur et à mesure de l'intrigue, et à aucun moment on ne peut l'assimiler à un protagoniste de bloqué.
Non, pour trouver de gros losers, de vrais gros losers, va falloir avancer un peu le chrono. En fait, un peu beaucoup même. Il va falloir attendre que ce mec ait traversé l'histoire. Oui, Napoléon Ier lui-même. Parce que son règne est une telle classe de maîtres et un tel chamboulement de toute l'Europe, qu'une fois expédié en exil sur une île roast-beef au fin fond du rectum du Commonwealth, l'Europe se trouve soudain un peu désœuvrée. Ce sentiment d'avoir connu de grandes choses et d'être maintenant retombé dans un monde parfaitement inintéressant qui renoue avec les manières et l'étiquette d'avant 1789, il y a un grand écrivain français qui, le premier, va mettre le doigt dessus durant les années 1830. Son nom, Alfred de Musset. Et son grand roman, c'est La Confession d'un enfant du siècle. Ce bouquin, il raconte les aventures d'Octave, un jeune homme qui a vécu toute son enfance à l'époque de l'épopée napoléonienne, qui a vibré à chaque bataille gagnée, frémi devant chaque uniforme rutilant et rêvé d'un grand destin personnel et national, et qui se retrouve finalement dans le Paris de la Restauration. Alors bon, puisque son destin est contrarié, qu'est-ce qui lui reste à notre ami Octave? La séduction et les intrigues de cœur qui vont, avec beaucoup de talent, occuper le centre de l'intrigue de ce livre. Et là, on a un peu la matrice originelle du loser. Akabi, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, c'est pratique. Le rejet des dogmes par les Lumières, l'avancée de la science par les grands savants, la geste napoléonienne, tout cela, au cours du siècle précédent, a un peu vidé l'Europe de son sens, de sa transcendance, de son folklore millénaire, et avec la génération de Musset, pour la première fois de son histoire, le continent ne sait plus où il va. On appelle ce sentiment de nihilisme intérieur le mal du siècle, et c'est un phénomène que tous les grands écrivains européens du début du 19e siècle vont expérimenter. Noël, je m'en fous, Pâques, je m'en fous, le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Dès 1802, Chateaubriand publie René, l'histoire d'un jeune dépressif qui raconte sa vie à une bande d'indiens Natchez dans la vallée du Mississippi, mais c'est à partir des années 1820 et 1830 que le phénomène va prendre de l'ampleur. Pensez par exemple à Baudelaire qui introduit la figure du poète maudit, à Goethe qui subjugue l'Europe avec son Werther, à Stendhal qui livre en 1834 Lucien Leven, un banger inachevé dans lequel le personnage éponyme, ça veut dire qu'il a le même nom que le titre du roman, de rien les gars, cherche en vain sa place dans la société, et puis songez surtout au maestro du genre, Flaubert. En 1869, celui-ci livre ce qui est peut-être, à strictement parler, le premier classique de la littérature dont le personnage principal est un authentique raté, Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale. Le pitch, un jeune garçon un peu niais et velléitaire, Frédéric Moreau donc, vit sa vie de petit bourgeois rentier dans les années 1840 en essayant de séduire des décennies durant, et en vain, une femme mariée, Madame Arnoux, tout en entamant 150 000 milliards de trucs qu'il ne finit jamais. Il débute ainsi des études de droit sans les achever, il se trouve d'autres maîtresses mais sans se marier, il participe à la révolution de 1848 mais pour ainsi dire en tant que spectateur, il hérite mais dilapide un peu son argent, bref, vous avez compris le principe, le type, flanqué de son poteau dès Laurier, c'est un authentique bon à rien qui ne cherche même pas consciemment à ne rien faire de sa vie, mais qui n'a juste pas assez d'énergie et d'intelligence pour mener à bien ses projets. Alors là, je pourrais commencer à vous tisser d'habiles rapprochements entre la vie de Frédéric Moreau et celle de Flaubert, mais je préfère, à la place, attirer votre attention sur un élément assez frappant. À sa sortie, l'éducation sentimentale a été un bide intergalactique. Les critiques, comme le public de l'époque, ont reproché à ce livre de ne pas avoir d'intrigue, de se complaire dans un immobilisme irritant, de juxtaposer les scènes plutôt que de les lier entre elles, et d'avoir, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, le personnage le plus tête à claquesque de toute la littérature française. Et ça, vous vous en doutez, c'est pas bon pour les ventes, surtout quand ton roman sort la même année que L'homme qui rit de Victor Hugo, et que quelques mois plus tard, Une guerre avec les Fridolins pointe le bout de son casque. Et tout ça, je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous montre deux choses vraiment précieuses. Petit 1, même si le phénomène des losers est assez récent au regard de l'histoire littéraire, il n'est pas sans précédent. Et petit 2, avant, dans une société saine et pleine d'allant, ce genre de littérature était mal perçu et mal reçu. Parce que si vous, aujourd'hui, vous voyez l'éducation sentimentale comme un classique de chez les classiques, sachez qu'il ne l'est devenu que bien plus tard, par degrés et sous l'impulsion de l'éducation nationale, c'est-à-dire de la gigantesque fabrique à losers républicains qui broie la jeunesse de France depuis au minimum mai 68. Et oui, j'aime autant vous le dire, si dans une France qui construisait la Tour Eiffel, creusait 4 lignes de métro en un an, inventait le cinéma et récupérait l'Alsace-Moselle avant la fin du temps additionnel, tu t'avisais de gratter un roman sur les pérégrinations d'un petit raté, ça n'allait pas franchement emballer les foules. Et non, désolé, les gens y préféraient les lourds mousquetaires de Dumas, les épopées révolutionnaires de Victor Hugo et le panache d'un Cyrano que Rostand venait de placer au pinacle. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu passer d'un monde où la critique fustigeait un gros romancier qui s'essayait à décrire la vie d'un loser à un monde dans
lequel le mythomane Kojandi prétend rembourser son RSA à la CAF devant un plateau d'ahuris subventionné en goguette. Quand j'ai eu la chance de toucher un peu d'argent par rapport à Bref, eh ben, je venais juste de toucher de l'argent et en même temps ma CAF. Et j'étais genre, ah, maintenant il faut que je les rembourse. Donc j'ai envoyé un chèque, je les ai remboursés et j'ai envoyé une lettre pour leur dire merci. Menteur, pharisien. Et bah la réponse, me semble-t-il, tient en 3 grandes catastrophes qui ont ponctué le XXe siècle. 2 guerres mondiales, déchristianisation et désindustrialisation. Je m'explique. Avant, même pour les éléments les plus nihilistes de chaque génération, il était toujours possible de se rattacher, même en secret, même sans bien se l'avouer à soi-même, même en prétendant le contraire s'il le fallait, à une forme de transcendance. Cette transcendance, ce pouvait être la foi bien sûr, mais aussi la patrie ou en dernier recours sa famille ou son emploi. Mais comment croire quand l'État vous martèle que la foi est une sottise? Comment soutenir la patrie quand la République maçonnique envoie par 2 fois ses enfants mourir contre l'Allemagne? Et comment construire et préserver son petit cocon dans un monde où le chômage gagne du terrain et où les 30 glorieuses s'éloignent? En somme, et pour le résumer, comment trouver du sens dans un monde qui n'en a plus et qui ne vous propose, en guise de remplacement, qu'un peu de confort à crédit? Ce triste constat, il allait forcément modifier la perception du monde chez les Européens et entraîner des conséquences littéraires et artistiques diverses. On a ainsi eu, dans les années 80, une sorte de surcompensation virile avec les films de Stallone et de Schwarzy avant que tout ne s'effondre au début des années 2000. Et le résultat de tout ça? Bref, les raps d'Orelsan et aussi les petites histoires mièvres et interchangeables publiées aujourd'hui dans de trop nombreuses maisons d'édition, comme celle de David Funkinos, dont on a déjà parlé ici, ou encore celle, dans un autre genre, de Michel Houellebecq. La honte de la France. Tiens, tenez, je vous propose une petite expérience de pensée. Prenez Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Michou que certains apprécient et que moi j'utiliserais volontiers comme laxatif pour cheval si j'étais vétérinaire. Dans ce texte, vous retrouvez, sous une autre forme, tous les éléments qu'on a croisés dans l'éducation sentimentale et qu'on pourrait qualifier de recette du loser. Un personnage éconduit et célibataire, un gars qui a de l'argent mais pas trop non plus, un Gus qui n'a aucune capacité à se projeter dans une spiritualité quelconque et qui erre dans son époque. À un moment donné, un soir de déprime, le personnage de Houellebecq a tellement le bourdon qu'il hésite à se castrer lui-même avec une paire de ciseaux. Mais enfin, ça va pas! Oui, ouch, ça fait doublement mal. D'abord parce qu'on imagine la scène, et puis ensuite parce qu'on se rend compte que pousser la vacuité de l'existence jusque-là, même Flaubert n'avait pas osé. Et c'est ça le problème. Il ne suffit pas de caricaturer son époque ou d'évoquer sa décadence crasse pour faire de la grande littérature. D'ailleurs, on peut évoquer toute la fange du monde d'une façon qui ne provoque pas de dégoût et respire encore la vitalité. Chez Céline, par exemple, vous trouverez des scènes bien sanglantes ou bien sordides, mais toujours avec une certaine fébrilité, qui traduit une soif de vivre. Et idem chez Giono ou Nimier, qui critiquent déjà, chacun de sa façon, les travers de leurs contemporains, mais dans un style et une langue qui transcendent ce bas constat. En somme, c'est moins l'irruption des losers dans le paysage artistique qui est un souci que, petit 1, leur succès critique et commercial, qui démontre combien notre société est malade et a perdu toute appétence à la vie et à l'idée d'entreprendre de grands projets, et petit 2, le traitement de ces mêmes losers. Parce que, chez Musset par exemple, outre un style hors du commun, on avait aussi droit à un loser, mais qui essayait vraiment de dépasser sa névrose. Et même chez Flaubert, le but du romancier n'était pas de raconter la vie d'un loser dans une langue blanche et convenue, mais bien de faire, selon sa célèbre formule, un roman sur rien, c'est-à-dire un roman qui se tient par son seul style et qui captive le lecteur juste par sa beauté formelle et non par son intrigue. Alors que bon, chez Funkinos ou chez Orelsan, la beauté formelle, bon voilà, hein, sans commentaire quoi. Ça s'agirait de grandir. Alors pour ne pas vous laisser sur une note trop sombre, j'ai envie de vous adresser, à ce stade de la vidéo, un petit message d'espoir. Une société malade, sans entrain et sans tonus, tout entière tournée vers son petit confort et la perpétuation de ses petites normes, c'est une société condamnée à brève échéance. Donc, pour les idoles à gauchistes qui puent la 8-6 et l'apathie postmoderne, ne vous en faites pas trop, l'histoire finira bien par tirer la chasse. En revanche, si vous voulez qu'on se souvienne de notre époque, avec le recul, pour autre chose que ces mièvreries convenues, vous feriez bien de perpétuer un peu le grand héritage littéraire de nos aïeux et d'encourager les jeunes auteurs qui arrivent encore à lever le manche tous les matins. Alors que faire? Pas de panique, je vous explique. Dans le premier cas, je vous invite à vous radiner en description pour savourer le grotesque Cyrano de Rostand, l'épique 93 de Victor Hugo et bien entendu le génialissime Hussard sur le toit de Giono, 3 textes parmi beaucoup d'autres possibles qui vous permettront de rendre un peu de vigueur à votre bibliothèque affadie de Houellebecq. Et dans le second cas, c'est-à-dire si vous voulez encourager les jeunes auteurs contemporains, je vous invite à vous radiner aussi en description, mais sur le site de la Giberne cette fois, pour vous procurer quelques livres qui n'ont pas peur de relever le flambeau de la belle littérature. Je vous ai déjà parlé d'Objectif 23 et des bibliophiles, mais vous pouvez aussi vous intéresser à Pays réel, qui questionne une possible guerre civile dans une France futuriste, mais pas trop non plus, ou Les Noces de Terre, qui vous montrera qu'on peut bien évoquer la crasse et la fange tant qu'on veut, du moment qu'on maîtrise à la perfection le grand style de la littérature universelle. Bref, le catalogue est incroyable, c'est validé par les lecteurs, on livre partout dans le monde pour pas cher du tout, les versions numériques sont à moitié prix environ, et les plus jeunes peuvent même attraper leurs exemplaires sur le Pass Culture. En d'autres termes, c'est de la balle, alors radinez-vous et conclusion.
Ok, bref, c'était marrant 2 secondes et j'ai moi-même maté cette série une fois ou deux avec des potes. Mais justement, c'est pas parce que c'est acidulé et bien présenté que c'est pas un bon petit poison. Alors dites non à ces forces qui vous tirent vers le bas et vous arriment à votre canapé et rejoignez le camp de la belle littérature. D'ailleurs, pour faire grossir les rangs, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez en activant la cloche si le cœur vous en dit, que vous visitiez aussi les réseaux sociaux du Hussard et, pour les plus généreux d'entre vous, que vous passiez une tête sur le Tipeee de votre serviteur. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.